Salut les investisseurs sereins. Donc on repart au 4 décembre, enfin l'article date du 5 décembre, mais là ce que je vais vous lire pour la présentation, ça date du 4 décembre. Pourquoi je vous lis ça? Je vous lis ça parce que c'est la première fois que le Bitcoin dépassait les 100 000 $. Et après il y a une rechute, on parlera de la chute, de là pourquoi ça remonte, comment comprendre les altcoins, comment savoir à quoi ça sert, comprendre le fonctionnement un petit peu. Donc on part d'abord sur le Bitcoin qui a touché les 100 000 $. Après, on fait un bref regard sur ce qui s'est passé la nuit du 10, parce que franchement, ça a vendu sec. Et puis après, je vous présente comment on comprend les altcoins, et je vous dirai en fin de vidéo ce que j'ai acheté, l'altcoin que je vais vous présenter, et le BTC à peu près ce que j'ai investi dedans, et combien j'ai actuellement. Voilà. Vous aurez tout sur Morning. Donc on commence la vidéo, voilà, par ce petit article. Donc le patron de la Fed, Jérôme Powell, surprend en comparant le Bitcoin à de l'or. Donc je rappelle, l'article date du 5 décembre et c'était quelque chose qu'il a dit le 4 décembre. Donc Jérôme Powell a rassuré les marchés hier, donc le 4 décembre, je vous le rappelle, avec un discours optimiste sur la croissance et l'inflation. Cependant, le président de la Réserve fédérale américaine a aussi surpris en abordant la question du Bitcoin qu'il comparait à l'or. Les gens utilisent le Bitcoin comme un actif spéculatif, n'est-ce pas? C'est comme l'or, a déclaré M. Powell mercredi lors du Deal Book. Alors oui, je sais, j'ai un accent dégueulasse en anglais, désolé. Summit organisé par le New York Times, c'est comme de l'or, sauf que c'est virtuel, c'est numérique, a-t-il ajouté. Il a toutefois précisé que le Bitcoin n'est pas utilisé comme moyen de paiement et qu'il est très volatile. Il ne s'agit pas d'un concurrent du dollar, a déclaré Powell, ajoutant « c'est en fait un concurrent de l'or. C'est ainsi que je le vois ». Soulignons que ces propos interviennent alors que le Bitcoin approche les 100 000 $. Là, c'était à ce moment-là où il les a passés, juste après, au moment de cet article, suite à l'élection de Donald Trump, qui a promis de devenir le président des cryptos. Au cours du sommet, le journaliste Andrew Shorkins a également demandé à M. Powell ce qu'il pensait de la crypto-monnaie. Powell a déclaré que la Banque centrale souhaiterait que l'interaction entre le secteur des crypto-monnaies et des banques ne menace pas la santé du bien-être des banques. Ajouté que la Fed ne réglementerait pas directement les crypto-monnaies. Parce que je vous rappelle que Trump, lui, maintenant est devenu pro crypto, donc ça intéresserait peut-être d'en avoir au niveau de l'argent de l'État américain. On a ensuite demandé à M. Powell s'il posséderait lui-même des crypto-monnaies, ce à quoi il a répondu qu'il n'est pas autorisé à le faire. Notons que ces propos sont intervenus peu avant que le Bitcoin ne dépasse finalement, comme je le dis, le seuil de 100 000 $. Certes, le fait que Powell mentionne le Bitcoin comme concurrent de l'or est un élément positif, mais ce n'est sans doute pas la raison principale du plus récent rallye du BTC. Outre les entrées de fonds massifs dans les ETF Bitcoin Spot américains, Trump a révélé hier qu'il avait choisi Paul Atkins pour succéder à Gary Gensler à la tête de la SEC. Celui-ci ayant une image pro-crypto, les investisseurs ont été rassurés, ce qui est fortement logique. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit retour vers le passé d'il y a une semaine. Pourquoi, ça c'est son avis, pourquoi le Bitcoin avait touché les 100 000 $. Voilà. Donc, je vais fermer ça. Hop, on va aller là. Donc, la nuit du 9 au 10, après il y a le décalage horaire, mais il y a eu, je pense que si vous suivez le marché, il y a eu une grosse chute sur les altcoins. Le Bitcoin n'a pas trop corrigé, mais il y a eu des moins 20, moins 25% sur certains altcoins, même des meme coins qui ont vraiment très chuté. Donc on va regarder un peu ce que ça engendrait ces liquidations massives. La volatilité accrue a provoqué des liquidations de grande ampleur. Dans les détails, les chiffres des liquidations de la nuit sont les suivants. Donc il y a eu 1,51 milliard de dollars de liquidés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme. Franchement, c'est énorme cet impact. Ça a vraiment chuté. Ceux qui ont pris avec effet de levier, malheureusement, il y en a pas mal conduit de couper, ça fait mal. Liquidation des positions longues, 1,38 milliard de dollars. Liquidation des positions courtes, 137 millions, plus ou moins. Donc pour le Bitcoin, 163 millions, le Bitcoin, ça n'a pas trop corrigé. Et pour le Ethereum, 204 millions. Ethereum, ça avait bien chuté quand même, mais par rapport à certains coins, ça allait encore. Ces liquidations ont affecté 514 400 traders sur les dernières 24 heures. C'est quand même énorme. Alors que le Bitcoin lutte pour se maintenir proche des 100 000 $, les investisseurs restent prudents. La récente volatilité illustre l'instabilité du marché, mais aussi son potentiel à surprendre. Les corrections actuelles pourraient annoncer une période de consolidation
avant une éventuelle reprise haussière. Bref, comme nous le disions, nous, au début de cet article, pas de panique. Après, c'est toujours facile de dire pas de panique, mais c'est compliqué quand on a des actifs tels de la crypto-monnaie dans son portefeuille de ne pas paniquer. Forcément, on regarde, on scrute, on se dit ça va baisser, ça va monter. Compliqué. Compliqué. Alors, je vais juste ouvrir un truc. Hop, hop. Donc là, on va parler, je vais vous présenter pour vous compreniez un peu comment ça fonctionne les altcoins. Ça va être les définitions. Moi, j'ai pris un des altcoins de prédilection que j'ai, une grosse position par rapport à mon portefeuille. Après, pour certains, ça va être rien du tout. Que j'ai pris Avax. Voilà. Donc, on va parler des altcoins. Donc, vous avez sans doute entendu parler du concept du smart contract, le staking ou encore des projets comme Avalanche et son token Avax. Parce que Avax, forcément, ça vient de Avalanche. On va du coup voir ensemble ce que tout cela signifie. Pas à pas, c'est parti. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un smart contract? Un smart contract est un programme informatique qui exécute automatiquement les termes d'un contrat sans avoir besoin d'un tiers de confiance. C'est un protocole intégré à la blockchain, ce qui garantit la sécurité et la transparence des transactions. Contrairement à un contrat classique, tout est automatisé, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les risques d'erreur. Toc. Alors, donc moi j'ai pris Avalanche. Bon, si vous voulez, vous connaissez pas, on peut aller voir. Je vais mettre sur Investing. Toc. On va mettre Avax. Alors, et ça a bien remonté. Là. Je viens de voir un plus 12% là. Ouais, ça remonte bien. Parce que regardez, on va mettre sur une semaine. Même un mois. Ça a chuté. Là, ça commence à remonter. Donc voilà. Avalanche qui est 48$, là ça prend 12% actuellement, enfin 13% du coup, parce que là en ce moment ça remonte. Je vais vous en parler, mais à mon avis c'est soit on achète maintenant, soit on parle pas de crypto quoi. Donc, le projet qui utilise parfaitement ces technologies Avalanche et son token natif Avax, mais avant d'expliquer ses fonctionnalités, voyons un concept clé pour comprendre son réseau. C'est les subnets. Voilà, pareil, je vous dis, la définition en anglais, c'est pas mon truc. Subnet, ce qui veut dire sous-réseau en français. Donc on va dire un sous-réseau est une subdivision d'un réseau informatique plus large. L'idée est de découper un réseau pour en améliorer l'efficacité et répondre à des besoins spécifiques. Pourquoi diviser un réseau? Donc ça réduit le trafic. Chaque sous-réseau génère une portion du trafic. Ça sécurise pour isoler certains appareils ou utilisateurs dans des sous-réseaux dédiés et ça facilite la gestion. Du coup, la gestion de petits sous-réseaux est plus simple que celle d'un réseau complet. Comment ça fonctionne? Une adresse IP est divisée en deux parties. La partie réseau pour identifier le réseau principal, la partie hôte pour identifier un appareil spécifique. Par exemple, dans une entreprise, un subnet, donc un sous-réseau, pourrait être dédié à l'équipe administrative, un autre développeur et un dernier aux visiteurs. Cela facilite la gestion de la sécurité du réseau. Voilà. Pourquoi Avax est-il essentiel? Donc, les principales utilités de l'Avax, c'est quoi? Donc, ces utilités, c'est le paiement des frais de transaction et le staking pour sécuriser le réseau. Donc, d'abord, on va parler du coup du Proof of Stake. Proof of Stake ou POS est un mécanisme utilisé pour sécuriser un réseau blockchain. Contrairement au Proof of Work qui repose sur des calculs complexes, le POS, on va l'appeler le POS, fonctionne selon la quantité de crypto-monnaie qu'un indicateur possède et met en jeu. Comment ça fonctionne? Mise en jeu, donc stacking. Les utilisateurs verrouillent une certaine quantité de crypto-monnaie pour devenir des validateurs. Donc souvent c'est rémunéré un petit pourcentage quand même quand on fait ça, en fonction de là où vous stockez par exemple. Sélection des validateurs. Ceux qui détiennent plus de crypto-monnaies ont plus de chances d'être choisis pour valider les transactions. Validation. Les validateurs vérifient les transactions et ajoutent de nouveaux blocs à la blockchain. S'ils agissent de manière honnête, ils sont récompensés. Donc avantage du POS. Économie d'énergie. Contrairement au POS, le POS consomme moins d'énergie. Sécurité, il est plus difficile pour un attaquant d'influencer un réseau POS.
Accessibilité, le POS permet à plusieurs personnes de participer sans avoir besoin de matériel coûteux. Donc c'est vraiment pas mal. Un exemple d'application POS est Ethereum, c'est la plus connue quand même. Ethereum 2.0, où les utilisateurs peuvent staker de l'Ethereum pour valider des blocs et recevoir des récompenses. Donc c'est un cousin de l'Ethereum. Maintenant, on va parler du pot. Est-ce qu'on a parlé du pot? Dont on parle du pot. C'est un mécanisme qui utilise des blockchains comme le Bitcoin pour valider les transactions dans ce système. Les mineurs résolvent des problèmes mathématiques complexes pour ajouter des blocs à la blockchain. Comment ça fonctionne? Donc au début, on doit résoudre un problème. Les mineurs résolvent des puzzles de cryptographique. Maintenant, il faut vérifier les transactions. Une fois le puzzle résolu, les transactions sont validées. Après, on ajoute à la blockchain, le bloc est validé et ajouté à la blockchain. Les récompenses. Les mineurs sont récompensés par des crypto-monnaies pour leur travail. Ça, c'était le début du Bitcoin, c'était énormément, ça. Le pot, là, il y avait énormément de mineurs. Il y a même des personnes qui vendaient des ordinateurs configurés justement pour faire du minage. Donc l'avantage, c'est la sécurisation. Il est très difficile pour un attaquant de manipuler la blockchain et la décentralisation. Tout le monde peut participer au minage avec les ressources nécessaires. Après, il fallait du matériel quand même. L'inconvénient, c'est la consommation énergétique, forcément. C'est énergivore qui nécessite une grande puissance de calcul. Et le coût, c'est le matériel pour miner qui peut coûter très cher. Ça, oui. Pardon. Maintenant, on va parler de la supply chain, c'est la chaîne d'approvisionnement. Parce que les subnets ne se limitent pas à la crypto, ils s'appliquent également à des secteurs comme les supply chains. Après, on va parler plus tard des défis Banky. Donc la supply chain. La supply chain désigne l'ensemble des étapes pour produire un produit et livrer au consommateur. Elle couvre tout. Depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la vente de produits. C'est un peu comme dans les grandes surfaces, avec la logistique et tout. Donc les étapes, c'est l'approvisionnement, acheter de la matière première nécessaire à la production, fabrication, transformer la matière première en produit fini, conserver ensuite, stocker et conserver les produits avant de les distribuer, et distribution, envoyer les produits aux détaillants ou directement aux consommateurs. Vente et services après-vente. Les consommateurs achètent le produit et bénéficient de services en cas de problème. Les objectifs de la supply chain, c'est l'efficacité, réduire les coûts et optimiser la livraison. Réactivité, répondre rapidement aux changements de la demande. Qualité, assurer que les produits respectent les normes élevées. Exemple, une entreprise de fabrication téléphonique mobile achète des composants, les assemble, puis distribue ensuite des produits aux détaillants. Donc voilà. Ensuite, on va parler du défi Banky et TraderJoe. Ça par rapport à la finance décentralisée qui repose sur des projets, comme ce que je viens de vous dire là, défi Banky et TraderJoe, qui illustre parfaitement les possibilités offertes par Avalanche. Ça va nous intéresser par rapport, parce que moi j'ai pris Avax. Après on peut prendre d'autres altcoins, mais ils n'ont pas tous le même fonctionnement. Là, les définitions que je vous donne en fait, c'est parce que les altcoins, ça repose principalement là-dessus. Après, ils n'ont pas tous la même utilité, mais toutes les définitions que vous venez de voir là, c'est à ça que ça sert un altcoin en fait. Après, forcément, c'est en fonction de chaque altcoin, ça s'adapte, mais si vous voulez comprendre à quoi sert un altcoin, il faut comprendre d'abord les définitions. Après, vous pouvez les relire, vous pouvez mettre sur pause, les lire tranquillement, voilà. Donc, défi Banky TraderJoe. Défi, c'est la finance décentralisée. Il s'agit d'un système financier basé sur des blockchains permettant d'accéder à des services financiers comme les prêts, les emprunts et les échanges, sans passer par des institutions traditionnelles comme les banques. Le Banky, c'est quoi? Un protocole de défi sur la blockchain, comme Avalanche, qui permet d'emprunter et de prêter des crypto-monnaies. Il permet aussi de stocker son token pour générer des intérêts. TraderJoe, c'est une plateforme d'échange décentralisée DEX construite sur Avalanche permettant de trader des crypto-monnaies directement entre utilisateurs. Voilà. Après, je ne vous parle pas du Bitcoin parce que je pense que tout le monde sait que le Bitcoin, c'est, comme je vous dis dans le titre, c'est comparé à l'or numérique. C'est quelque chose qui a... Dans l'air du temps, on ne pourra plus en fabriquer, donc forcément, c'est comme l'or, c'est super rare et voilà. C'est pour ça que le Bitcoin, ça vaut aussi cher.
Donc, comment on peut conclure tout ça? En résumé, les altcoins comme Avax offrent bien plus qu'une simple alternative au Bitcoin. Que ce soit pour sécuriser des transactions, déployer des applications ou réinventer la finance, ces technologies ouvrent des perspectives infinies. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et partager s'il vous plaît. Bon, pour finir, je vais vous expliquer un peu sur quoi on peut se baser maintenant qu'on sait les définitions des altcoins, plus ou moins à quoi ça sert en fonction de chaque altcoin. Après, je ne vais pas prendre toutes les altcoins, c'est à vous de faire vos recherches, mais au moins vous avez déjà les définitions, vous comprenez un peu le fonctionnement. Parce qu'il y en a qui disent que ça sert à rien, mais non, ça sert, les altcoins. Après, je ne parle pas des meme coins, je parle des altcoins, ça serait une autre vidéo, les meme coins. Mais là, au moins, on sait à quoi ça sert, parce que tout le monde parle d'altcoin saison, et je ne suis pas sûr que tout le monde sache de quoi on parle. Alors oui, c'est des crypto-monnaies, mais ça a des utilités quand même. Donc là, on va se servir de l'indice de la saison des altcoins. Ça sert à quoi? Ça donne des informations en temps réel sur le marché des crypto-monnaies en pleine saison des altcoins. Cet indicateur analyse la performance des 100 meilleurs altcoins. Donc c'est pas tout ça, par rapport au Bitcoin, au cours des 80 derniers jours. Il présente des graphiques et des indicateurs détaillés qui permettent de suivre les tendances du marché et la dominance des altcoins. Alors je vais aussi vous présenter le Crypto Fear and Weed. Ça sert en gros à savoir à peu près où le marché en est. C'est un outil qui permet d'évaluer l'état émotionnel plus ou moins du marché global et d'ajuster sa stratégie. Là c'est cupidité normale, là c'est extrême, là c'est neutre, là c'est vendeur, là c'est très vendeur. Donc là on est dans une phase d'achat. En sachant qu'on est monté, là ça a chuté, avant que ça chute là, on était dans une phase d'achat extrême. Là ça a redescendu, donc ça corrige, c'est très bien. Donc si ça corrige, c'est que ça a de fortes probabilités de remonter et très vite. D'ailleurs là, on n'a pas regardé, mais on regardera en fin de vidéo, mais tout est dans le vert. Hein. Ce matin, tout était dans le rouge, hein. C'était du moins 20, moins 15, moins 20%, et là tout est dans le vert. Hein. C'est très volatile les crypto-monnaies. Hein. Donc c'est pour ça, moi c'est juste mon avis personnel, hein, mais les effets de levier, je ne conseille pas. Je ne conseille pas. J'ai juste une petite analyse parce que ça m'intéressait et de voir en 2021, parce que c'est là en fait que j'ai remarqué que cet indicateur, donc l'indicateur de cupidité, était le plus haut. Et j'ai remarqué que c'était en 2021. Donc on va zoomer. On zoome, on zoome, on zoome. Le souvenir c'était février 2021. Alors attendez. Mars, avril. Voilà, on arrive à 94. Hein. Indice de peur de cupidité, on est hyper volatile. Hein. Là, c'est tout le monde est acheteur. Hein. Donc là, regardez, la date, c'est le 22 février 2021. Et là, ça chute. Ça chute à partir du... Allez, on est au plus bas. On est au plus bas le 1er mars. 1er mars, on est 38. Hein. On commence à être dans la peur. Là, j'ai zoomé. Après, on a parlé de date exacte. Mais le 15 février, regardez, 15 février, plus 18%. 8 février, plus 25%. Et ça, c'est que le Bitcoin. Hein. J'ai pas pris les autres codes. Hein. Je vous montre juste le Bitcoin. Par contre, à partir du 22 jusqu'au 1er mars, ça chute. Moins 21%, ça fait mal. Après, ça stagne avant de redescendre. Là, c'était la fin en fait du rallye du BTC. Mais c'est pour vous montrer quand même que c'est assez révélateur, hein, parce qu'on monte à 94. Attendez, j'essaie de le retrouver. On monte à 94. Voilà, 93, 94, 91. Enfin, on est au-dessus des 90. Et d'un coup, hein, on passe à 30, 50. Ouais. D'un coup, 38. On descend d'abord bien sûr, à 76, 79, 55, puis après 38. Après, ça va remonter, mais ça va jamais retoucher les 94. Donc c'est pour vous dire quand même, est-ce que ça chute fortement, après ça stagne, et puis après, hein, chute, ça remonte, chute. Mais je veux dire, on fera pas de performance comme là. On fera pas de performance comme là. Là, non, on fera pas de performance comme là. Je parle pas de ce rallye actuel, hein, mais je parle après 2021. Hop, ça chute, ça remonte, ça chute. Donc le mec qui rentre là, pour sortir, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein. Là, pour retrouver sa mise, hein, on était en 2021. Hop, on est là. Hein. Toc, 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 toc. Il faut qu'il arrive en 2024. Hein. Donc à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Et encore, hein, là, il pourrait vendre, voilà, pour le rallye qui vient de commencer. Enfin, le Bitcoin,
il vient pas de commencer, mais là, après, avec les ETF, Donald Trump qui va être au pouvoir, après, c'est comme les actions, hein, c'est aussi pricé, hein, toutes ces nouvelles sont aussi pricées. Hein. Il y a aussi un effet macroéconomique, bien sûr. Donc voilà, on a vu à quoi servaient les altcoins, les définitions principales. On a vu ce que c'était l'indice Crypto Fear and Greed, et l'indice de la saison des altcoins, à quoi ça servait. Donc pareil, hein, là on est à 67, hein, on était à 80, à 86, hein, le marché était très acheteur. Hein. Et d'un coup, paf, moins 20%, toc, on descend à 67. Bon, 67, c'est très bien, hein, mais c'est très bien cette correction. Ça permet d'avoir des liquidités, et puis les gros poissons, comme on dit, vont repartir à l'achat. Voilà, ça peut pas d'ailleurs, on va regarder. Moi, je regarde sur Investing parce qu'en fait, je regarde aussi un peu l'actualité de tout ce qui est macro, et tout, économie, tout ça. Hein, toutes les crypto-monnaies. Alors, voilà, hein, on est dans le vert. Hein. Variation sur 24 heures. Hein. Là, c'est par rapport aux capitalisations. Hein. Donc, Bitcoin plus 6%. Bon, là, ça corrige. Hein. 4%, 15%. Tout est dans le vert. Hein. Solana. Après, ça, c'est les monnaies. Hein. C'est équivalent du dollar. Donc, forcément, ça varie très peu. Mais tout est dans le vert. Hein. Sachant que sur 7 jours, là par exemple, on prend. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On va prendre Avalanche par exemple, à 12%. Une semaine. Là ça remonte, mais regardez, on est le 11 décembre, là à 8h. Ça valait 44, ça vaut 47, hein, mais ça a touché les 43 et ça a même touché les 41. Et c'est hyper volatile. Hyper volatile. Donc je ne vous mets pas le graphique technique avec les bougies, hein, après c'est juste pour vous donner des notions de prix. Donc voilà. J'ai juste ajouté, pour l'instant je le mets à mon PEA, parce que j'ai pas encore pris le mode pro, j'attends d'avoir un peu plus d'abonnés, hein, parce que pareil, hein, si vous pouvez vous abonner, liker, commenter, c'est pas facile de filmer, donner son point de vue aussi, moi j'aime bien discuter, hein, avoir de nouvelles analyses, mais d'être soutenu ça serait bien pour les prochaines vidéos, pour donner de la force, pour que je m'améliore aussi, parce que voilà, je suis pas vidéaste, je travaille pas à la radio, voilà, c'est juste pour partager une passion commune. Mais discuter, échanger dans les commentaires, c'est super cool. D'ailleurs, il y a une autre vidéo que vous pouvez retrouver dans la chaîne où j'ai présenté les actions de mon PEA. Si vous voulez regarder, si ça vous intéresse, c'est en rapport avec la bourse pour ceux qui ne sont pas crypto. Et sinon, quand j'arriverai à un certain nombre d'abonnés, je prendrai Morning Pro où là je vous détaillerai. Il y aura un portefeuille crypto, un portefeuille PEA, compte titre, enfin il y aura plusieurs trucs. Mais pour l'instant, j'englobe tout et là je mets juste donc le Bitcoin, comme on a dit. Hop. Nombre d'actions. J'ai pas un nombre d'actions. Alors, je vais juste me connecter sur le téléphone. D'ailleurs, je suis déjà connecté. Je vais mettre ce que j'ai en Bitcoin. Bitcoin, j'ai 0.067. Je m'arrête à la quatrième. Hein. Hop. Prix moyen de souvenir, je l'ai acheté aux alentours de 3000. À 3000 maintenant, ça vaut. Allez, je mets à l'heure actuelle parce que là, j'en ai pour 6807 dollars. Et il le met à combien? Hop. Ouais, c'est ça, 96 000. 0.67. Ouais. En tout cas, le prix est bon. Parce que c'est moi qui l'ai mis. Je sais pas pourquoi il met retour 1320%. Parce qu'il sait pas le prix que j'ai acheté. C'est bizarre par contre. Bon, c'est pas grave. Après, c'est à peu près. J'ai payé. On va faire le calcul. Hein. Ah non, je suis à plus 200, 300%. J'ai acheté dans les quantités aux alentours de 15-20 000. Ouais, je suis à, peut-être 400. Ouais, 400, 500% quand même. Je sais pas pourquoi il met un retour comme ça. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Je regarderai ça et je vous redirai plus tard. On va juste ajouter la VAX. Avalanche, pardon. Donc, nombre. Alors, j'en ai 10,2 là. Et. Parce que je l'ai sur plusieurs applications. Plus pareil, les ledgers et tout. Mais ça, je garde ça pour moi. 10,2. Et 26, ça me fait 30. Ouais. 36
1,3. Prix moyen d'achat. Là, j'avais acheté à 38 euros. Et là, 38. Et là, je l'avais acheté à 25. Donc, on va mettre, allez, 34 euros. Voilà, là, par contre, j'ai un peu eu de 30. Ouais, j'ai peut-être me merder sur le Bitcoin. Là, c'est ça, le retour plus 31%, là, c'est à peu près ça. J'ai juste modifié ça. Prix moyen. Ah oui, c'est parce que oui, d'accord. Moi, je l'ai acheté à 20 000, prix moyen. On va voir le sauvegarder. Voilà, 300, voilà, 383%. Et l'avalanche, pour l'instant, franchement, j'en avais acheté. Là, j'ai fait un x2 sur là. Et là, je suis à combien de pourcents? On voit pas, je mets pas sur l'écran parce que ouais, je suis 17, ouais, c'est ça, plus 31. Donc voilà. En gros, j'avais acheté plus ou moins le Bitcoin à 20 000 et Avalanche à 34 dollars. Bien sûr, c'est en dollars, hein. J'ai pas acheté en euros parce que c'est sur des échanges extérieurs et maintenant c'est sur des wallets. Donc voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Je sais que j'ai pas mal été redondant sur certains sujets, mais j'espère que ça vous a plu quand même. En tout cas, le but c'est que on kiffe la vie, que voilà, on est en plein rallye. Début de rallye, pour moi, c'est juste mon avis personnel. Début de rallye altcoin, c'est le tout début. Donc là, si vous voulez rentrer, il y a des liens de parrainage dans la description, vous pouvez les utiliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a une adresse mail aussi si vous avez besoin de poser des questions ou autre. Puis je vous dis, likez, partagez cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite une superbe soirée et profitez de la vie. Elle est courte. Allez, bisous les copains.